Et notre invité ce matin dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1, c'est Charles Rodwell. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour votre invitation. Député Ensemble pour la République des Yvelines, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le procureur de Lyon, Monsieur Rodwell, a annoncé hier l'ouverture d'une enquête pour homicide volontaire, association de malfaiteurs en vue de commettre un délit après la mort de Quentin, frappé au moins par 6 individus en marge d'une conférence de la députée insoumise Rima Hassan à Lyon. Nous avons franchi un cap, Charles Rodwell, dans la violence politique dans ce pays. Est-ce que vous aurez le courage de dire qui ce matin, attise la violence dans notre pays? L'ultra-gauche et les alliés de la France insoumise, très clairement. C'est-à-dire que moi, j'ai une pensée ce matin, évidemment, pour la famille de Quentin, qui ne partageait pas mes convictions, mais qui avait parfaitement le droit de manifester ses convictions dans une démocratie comme la nôtre, et qui a été lâchement tabassé, lynché, assassiné pour ses convictions. D'accord. Il a été tué par l'ultra-gauche, et donc on peut dire qu'une seule chose, c'est que l'ultra-gauche tue dans notre pays, et que de facto, les alliés de la France insoumise tuent dans notre pays. Nous avons passé un cap. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon affirme que c'est la France insoumise qui est en permanence attaquée. Il l'a redit encore il y a quelques jours. Est-ce que c'est digne comme position? C'est absolument indigne. Dire qu'on a la Jeune Garde, une association d'ultra-gauche extrêmement violente, qui doit être dissoute, qui visiblement est à la manœuvre. Il a été par Bruno Retailleau. Mais qui est encore devant le Conseil d'État aujourd'hui, qui visiblement est encore à la manœuvre. Et moi, je veux vous dire, Laurence Ferrari, je ne suis pas venu ici simplement pour manifester ma colère, ma honte, et ensuite commenter la prochaine polémique la prochaine fois que je viendrai. Et je vous remercie pour votre invitation. J'aimerais qu'il y ait des actes forts qui soient pris une bonne fois pour toutes. Des actes judiciaires, donc que ces personnes soient condamnées à des peines de prison extrêmement longues qu'elles méritent, que la Jeune Garde soit enfin dissoute, mais qu'il y ait aussi des conséquences politiques qui soient prises. Je vous prends un exemple. Est-ce que Rima Hassan peut rester députée européenne? Je crois que la justice devrait s'intéresser à ce sujet. Est-ce que Raphaël Arnaud, qui, je rappelle, est fiché S, qui est député aujourd'hui, qui a été investi par la France insoumise, est-ce que cet homme peut rester député de la République? C'est la justice qui peut y répondre. Mais je crois que ces conséquences, des conséquences politiques extrêmement lourdes, doivent être tirées de cette malheureuse affaire, si les coupables sont avérés être les vrais coupables de... Je vous entends bien, Charles Rodwell. Vous ne demandez pas ni à Rima Hassan, ni à Raphaël Arnaud de démissionner. Vous dites c'est la justice qui doit s'en occuper. C'est-à-dire que des plaintes doivent être déposées contre ces deux élus, c'est bien cela? Je crois que ce devrait être le cas. En tout cas, Raphaël Arnaud est le fondateur de la Jeune Garde. Et ce que je constate, c'est que la France insoumise, la première réaction qu'ils ont eue n'est pas de saluer la mémoire de Quentin, c'est de dénoncer les attaques contre la Jeune Garde et contre elle-même. Donc on voit bien que la France insoumise n'essaie que faire d'une chose, c'est d'attiser la rancœur et la violence dans le débat public. Oui, nous avons passé un cap. Quel est le projet politique de Jean-Luc Mélenchon, selon vous? C'est le chaos? C'est la violence? Je pense qu'il cherchera à prendre le pouvoir par tous les moyens. Quand on entend Jean-Luc Mélenchon, par exemple, parler de la France du grand emplacement, de cette nouvelle France, lorsque j'entends Daniel Obono parler du fait que le Hamas est un mouvement de résistance et non pas un groupe terroriste, lorsque j'entends Rima Hassan dire que les attaques du 7 octobre sont des actes légitimes, lorsque j'entends Thomas Porte qui explique que l'on peut assassiner le ministre du Travail, Olivier Dussopt de l'époque, en pleine réforme des retraites, je crois que tous les moyens seront bons pour eux de prendre le pouvoir, mais je tiens à rassurer vos téléspectateurs, c'est que, quelles que soient nos divergences politiques diverses et variées, nous sommes très nombreux à leur faire barrage avant qu'ils ne prennent le pouvoir. Et nous serons très nombreux au combat pour éviter qu'ils ne le prennent. Et pourtant, des centaines de plaintes ont été déposées et aucune n'a abouti pour l'instant contre la France insoumise. Comment l'expliquez-vous? Eh bien, il faudra continuer. Il faudra continuer à mener le combat démocratique et il faudra continuer à mener le combat judiciaire. Et j'y prendrai toute ma part. Cela veut dire aussi aucune compromission avec la France insoumise. Moi, je suis fier d'avoir... mener le combat sur ma circonscription, où j'ai refusé le Front républicain pour affronter à la fois la France insoumise et le Rassemblement national. Alors que Gabriel Attal appelait à faire barrage au RN, même avec un bulletin LFI. Moi, je veux vous dire, je trouve qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, dans ses attaques, est extrêmement hypocrite, je vais vous dire. J'ai sous les yeux la liste des dizaines de députés de la France insoumise qui ont été élus grâce au Rassemblement national. Je vous explique. C'est-à-dire qu'en 2024, vous aviez au deuxième tour des triangulaires. Vous aviez la France insoumise en tête, le candidat Ensemble juste derrière et le candidat RN loin derrière. Le RN aurait pu faire le choix de retirer ses candidats. Il ne l'a pas fait. Il a fait élire des dizaines de députés La France insoumise. Autant ça dédouane votre parti de ce qui a été fait au second tour des législatives. Il a fait battre des dizaines de candidats. Je pense à les excellents candidats qui étaient Estelle Follest, Robin Reda, Thomas Rudigoz. Et pas seulement ça, Laurence Ferrari.
Depuis que la dissolution a eu lieu, ce que je constate, c'est qu'il y a des dizaines de lois qui ont été votées main dans la main avec LFI et le Rassemblement national. La responsabilité de votre parti, de Gabriel Attal, dans le fait de dire plutôt un bulletin LFI qu'un bulletin RN. Est-ce que vous pouvez nous assurer que ça n'arrivera pas, n'arrivera plus? Moi, je veux le dire d'autant plus tranquillement que j'ai refusé le Front républicain sur ma circonscription, parce que le Front républicain avec LFI n'est pas un Front républicain. Gabriel Attal a toujours dit qu'au premier tour, il battrait l'extrême gauche, au deuxième tour, l'extrême droite. Mais ce que je tiens à dire, c'est que depuis la dissolution, vous avez, prenons les exemples, qui a censuré Michel Barnier? Le RN et LFI. Qui a censuré François Bayrou? Le RN et LFI. Qui a voulu nationaliser ArcelorMittal? Le RN et LFI. Qui a fait passer la taxe Zuckman en commission des finances? Le RN et LFI. Qui a fait exploser les impôts sur nos entreprises, ou qui a au moins tenté de le faire? Le RN, la gauche et LFI. Donc en fait, vous avez les paroles, mais vous avez aussi les actes. Ce que je constate, c'est que pendant la dissolution de 2024, des dizaines de députés LFI ont été élus grâce au Rassemblement national. Ces données sont en ligne. Et je peux les partager également. Et depuis la dissolution, des dizaines de votes ont eu lieu main dans la main par une alliance entre la France insoumise et le Rassemblement national. Donc je crois vraiment que sur ce sujet, l'hypocrisie ne devrait pas étouffer certains dans le débat public. Charles Rodwell, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, c'est la grande interview. Laurent Nunez est actuellement en voyage en Algérie pour tenter de renouer le dialogue entre les deux pays, notamment sur les questions de sécurité, de coopération en matière de terrorisme. Le dossier du retour des OQTF est au point mort. Aucun ressortissant algérien en situation irrégulière n'a été accepté par Alger. Que peut obtenir Monsieur Nunez? J'ai rencontré à de nombreuses reprises dans le cadre de préparation de textes législatifs Laurent Nunez. C'est un homme méthodique, extrêmement sérieux et un grand serviteur de l'État. J'ai une différence à titre personnel parmi d'autres députés majeure avec le gouvernement aujourd'hui, c'est que je considère qu'avant toute négociation, il faudrait dénoncer les accords de 1968 entre la France et l'Algérie. On n'en prend pas le chemin. En tout cas, c'est ma conviction. Je vous la partage. J'ai publié un rapport sur ce sujet à l'automne dernier qui expliquait que ces accords nous coûtaient au bas mot 2 milliards d'euros par an. Ces accords sont le fruit de la décolonisation et donc de la colonisation qui pourrit la relation entre nos deux pays. C'est une rupture d'égalité vous dites, qui fragilise notre ordre juridique. Absolument, parce qu'il y a une inégalité aujourd'hui entre les citoyens algériens d'une part, et je ne parle que des citoyens algériens, pas des binationaux, et les autres citoyens étrangers extra-européens sur le territoire français. Maintenant, au-delà de ce sujet, toute victoire que peut ramener, si je puis dire, le ministre de l'Intérieur est bonne à prendre, notamment sur le volet sécuritaire et migratoire. Je crois qu'il y a deux prérequis à toute négociation. Premier prérequis, la libération de Christophe Glaise. À laquelle nous appelons la libération tous les jours sur CNews et Europe 1. Absolument, et ça fait l'honneur de votre groupe. Cet homme est enfermé aujourd'hui dans les geôles du régime algérien tel un otage. Et deuxième prérequis, c'est la coopération migratoire. L'Algérie et le régime algérien doivent reprendre les OQTF qui aujourd'hui sont dans un centre de rétention. Avec quels moyens de pression à la France aujourd'hui? Pour le coup, sur ce point-là, je fais toute confiance au ministre de l'Intérieur parce qu'au vu des fonctions qu'il a occupées dans notre pays au service de nos services de renseignement, au service de la sécurité des Français, je peux vous dire que vous avez là un ministre de l'Intérieur qui est extrêmement méthodique et sérieux, et je lui fais confiance sur ce point. Est-ce que la visite de Ségolène Royal a permis de décrisper la relation entre nos deux pays ou pas? Quand vous avez Ségolène Royal qui rencontre M. Tebboune et qui parle de l'algérophobie de la France sur le territoire algérien, j'ai l'occasion ici de dire que c'était une trahison d'État. Je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit à propos de cette visite qui était nulle et non avenue. Vous avez déposé aussi la semaine dernière une proposition de loi avec Michel Barnier pour allonger les délais de rétention administrative en CRA, dispositif qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Vous prévoyez de passer ce délai de 90 jours à 210 jours pour les étrangers présumés dangereux. Aujourd'hui, la durée ne vaut que pour ceux qui sont condamnés pour terrorisme. Est-ce que ce texte a une chance d'être, étudié, adopté, honnêtement? Les yeux dans les yeux, M. Rodwell. Les yeux dans les yeux, Mme Ferrari, honnêtement, oui. Parce que ce texte a été adopté en commission des lois à une très large majorité la semaine dernière. Malgré toutes les saillies de la France insoumise, je vous rappelle que M. Bernalicis a parlé de fascisme, M. Léaumont a parlé de camps de concentration et de déportation. Leurs électeurs doivent savoir que ce sont les termes qui sont employés par le législateur de la France insoumise. Et malgré ces attaques, nous avons fait adopter ce texte à 2/3 de la commission des lois. Donc moi, j'adresse un message simple au gouvernement. Vous avez là un texte qui permet de répondre à des actes très concrets pour assurer la sécurité des Français, pour assurer que des personnes qui ne doivent pas être sur le territoire français puissent rester en rétention administrative, des criminels, des délinquants,
des terroristes. Vous avez 150 députés du socle commun et indépendant qui soutiennent ce texte que j'ai déposé avec Gabriel Attal et Michel Barnier. Il a été adopté en commission des lois. Il faut maintenant qu'il soit étudié au plus vite en séance. C'est l'objet de la question que je poserai au Premier ministre tout à l'heure en question au gouvernement, parce qu'il faut que nous accélérions sur ce sujet au service de la sécurité des Français, afin que ce qui est arrivé aux familles de Lorane, de Morane, de Philippines et de toutes les autres ne se reproduisent pas sur le territoire français. Donc il faut que ce texte soit à l'agenda parlementaire rapidement. Absolument. Très rapidement. Il est, je crois, prévu juste après les municipales. J'en suis heureux. Vous savez, Monsieur Sébastien Lecornu est un homme de droite, d'ordre, qui a prévu une longue séquence dédiée à la sécurité des Français, à la sécurité du quotidien, à la lutte contre le narcotrafic, à la justice. Les textes de Gérald Darmanin sont extrêmement importants et je crois que ce texte doit en faire partie. Bruno Retailleau avait émis des critiques à l'époque sur l'état de droit et ses dérives. Est-ce que vous les partagez? Emmanuel Macron a mis en garde Bruno Retailleau lors d'une interview accordée à notre confrère Frédéric Aziza sur Radio J. Il ne faut pas mettre en l'air notre Constitution, il faut parfois changer des règles, donc l'état du droit, mais il faut faire très attention à l'état de droit parce qu'il nous garantit la possibilité de vivre ensemble. L'état de droit, c'est le fondement de notre démocratie. Et je crois que l'état de droit ne nous condamnera jamais à l'impuissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent qu'au nom de l'état de droit, il faut désarmer la police pour placer des millions de Français dans l'insécurité. Vous avez aussi d'autres gens qui vous disent qu'au nom de la sécurité des Français, il faut abattre toute dimension de l'état de droit. Je pense notamment à des groupuscules de l'extrême droite qui considèrent qu'au nom de la sécurité, il faut abattre tout fondement de notre démocratie. Et bien moi, je crois que tout démocrate, même si c'est difficile, même si c'est souvent frustrant, que notre objectif soit de garder un équilibre entre la protection de nos libertés publiques, la démocratie, et d'autre part, assurer la sécurité des Français. Et je ne vois pas au nom de quoi l'état de droit doit nous empêcher d'accomplir cet objectif. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que l'état de droit ne nous condamnera jamais à l'impuissance. Ça nous demande des décisions fortes, par référendum, par des projets de loi qui sont courageux. Je suis par exemple, moi, à titre personnel... Ils ont été promis, les référendums par Emmanuel Macron, on ne les a jamais vus. Moi, je suis en tout cas, à titre personnel, favorable à un référendum, par exemple, sur l'immigration, parce qu'il doit nous permettre d'inverser la hiérarchie des normes dans notre Constitution pour reprendre en main une partie de nos flux migratoires. Je ne crois pas que, par exemple, ce type de proposition soit contraire à l'état de droit. Je crois en revanche que le respect de l'état de droit est fondamental, notamment dans les temps que nous vivons à l'échelle internationale, parce que c'est le garant de la protection de notre démocratie. Charles Rodwell, on est sur CNews et sur Europe 1, c'est votre grande interview. On est en pleine campagne des municipales qui a démarré dans certaines villes, je pense à Paris. Eh bien, la droite se présente divisée, droite et le centre. Tout cela offre un boulevard à la gauche. À Paris, votre parti soutient Pierre-Yves Bournazel et non pas Rachida Dati, ministre pourtant du gouvernement de Sébastien Lecornu. Vous envisagez de ne pas appeler à voter pour elle au second tour? Ce cas-là est, je crois, un petit exemple microéconomique de ce qui peut arriver à l'échelle nationale. Si on est désunis, on est sûr de perdre. Et si on est unis, on peut gagner. C'est-à-dire que si on part au deuxième tour, en tout cas, en rang éclaté... En rang éclaté, ça vous lui demanderez, et chacun peut, pour le coup, être candidat adoubé par votre parti peut être candidat à une élection. Moi, ce que je constate, c'est que si nous finissons désunis et divisés, nous perdrons cette élection. Je crois qu'il y a beaucoup d'électeurs parisiens. Moi, je suis yvelinois. Il y a beaucoup d'électeurs parisiens qui ne pardonneront pas à la droite et au centre. Et je crois qu'à la présidentielle, si nous partons désunis, nous serons tranquillement assis dans notre canapé au deuxième tour à regarder la France insoumise affronter le Rassemblement national. Et je suis convaincu que nos électeurs ne nous le pardonneront pas. C'est la raison pour laquelle il est urgent de faire union. Je suis favorable à une primaire, ça peut être un autre mécanisme, mais il est urgent. Moi, je ne parle pas de personne, je parle d'idées. La dernière fois que je suis venu, je vous ai parlé de 3 piliers idéologiques qui n'ont pas changé pour moi. 1, tous les candidats qui participeraient à cette primaire doivent être des candidats libéraux, moins de dépenses pour moins d'impôts. 2, tous les candidats qui participeront à cette primaire doivent vouloir réduire l'immigration. 3, tout candidat qui doit participer à cette primaire doivent être favorables à l'Europe, au projet européen, parce qu'il est le garant aujourd'hui de notre indépendance politique dans le monde dans lequel nous vivons, où la Chine et les États-Unis s'affrontent. Et je crois que tout candidat qui est libéral, qui veut réduire l'immigration et qui est pro-européen, devrait pouvoir participer à cette primaire. Je crois qu'elle est la condition et que l'union de nos candidats est la condition pour nous permettre de gagner l'élection 2027. En tout cas, sinon nous la perdrons. Pour éviter un affrontement entre Rassemblement national et Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? Que cet affrontement que nos électeurs ne nous pardonneront jamais. Il est temps que chacun se responsabilise pour que nous fassions union.
Charles Rodwell, les députés se penchent de nouveau sur la création d'un droit à l'euthanasie. 2 textes sont étudiés, l'un consensuel bien sûr sur les soins palliatifs. De nombreux départements en France ne bénéficient pas de l'accès aux soins palliatifs, ce qui est une honte. L'autre sur l'euthanasie. Le texte a été largement adopté par les députés en première lecture. Il a été rejeté ensuite par le Sénat le mois dernier. Est-ce que vous êtes toujours opposé à ce que l'on appelle le droit à mourir, qui est en réalité l'euthanasie? Ma position n'a pas changé, Laurence Ferrari. Je suis favorable aux soins palliatifs parce que je crois qu'ils font honneur à notre pays. C'est un modèle qui est difficile mais qui fait la grandeur de la France, qui ne sont pas suffisamment déployés sur l'ensemble du territoire français. Et je resterai évidemment défavorable à la légalisation de l'aide active à mourir. Ce sera le sens de mes votes dès les prochains jours à l'Assemblée nationale. Vous ne prononcez pas le mot euthanasie? Je peux le prononcer sans problème, le mot euthanasie ou l'aide active à mourir. Je voterai en tout cas contre l'ouverture ou la légalisation de l'aide active à mourir ou de l'euthanasie. Et je voterai favorablement au déploiement des soins palliatifs qui me semble être le bon équilibre à la service de la dignité des personnes et au service de l'accompagnement des malades en fin de vie. Et si ce texte était assemblé par l'Assemblée nationale, nous aurions, nous Français, le texte le plus permissif en matière d'euthanasie. Est-ce que ça, au regard de vos électeurs, des Français qui nous regardent, vous l'assumeriez? En fait, c'est même, certes, au regard de mes électeurs, mais c'est aussi au regard de ma propre conscience. Je respecte infiniment l'avis de chacun sur cette question, qui est une question de rapport à la mort et donc à la vie. Mais en conscience, je ne pourrai jamais voter favorablement pour ce texte. Et vos collègues, qu'est-ce qu'ils en pensent dans votre parti? C'est une question qui clive et qui transcende évidemment les partis politiques. Qui transcende tous. Je regardais ce matin ou hier dans le Figaro Astrid Panosyan-Bouvet de mon parti, qui se mobilisait avec le socialiste Dominique Potier et l'homme de droite qui est Yannick Neuder, qui a appelé à ne pas voter pour ce texte. C'est un texte qui, aujourd'hui, clive de manière très intime chaque parti politique, excepté l'extrême gauche qui a imposé une consigne de vote dans les grands démocrates qu'ils sont. Mais au-delà de ça, je crois que cela définit complètement le rapport intime que chacun a à la vie et donc à la mort. Et moi, en conscience, je ne peux pas voter pour. Je voterai donc pour l'extension des soins palliatifs et contre la légalisation de l'euthanasie ou de l'aide active à mourir. Charles Rodwell, encore une question à propos du droit de vote des étrangers. Le candidat de gauche à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, veut autoriser le droit de vote aux étrangers vivant à Paris pour toutes les votations locales. C'est une bonne, c'est une mauvaise idée selon vous? Jean-Luc Mélenchon décide et le reste de la gauche exécute. C'est-à-dire que vous avez Jean-Luc Mélenchon qui parle de la nouvelle France, de la France créolisée, de la France du grand remplacement. Emmanuel Grégoire est le candidat de Jean-Luc Mélenchon? De facto, quand il en reprend les idées et l'idéologie, on ne peut que constater que vous avez un alignement idéologique et objectif de toute la gauche, en tout cas de cette gauche-là, sur l'agenda politique que porte Jean-Luc Mélenchon. Et c'est la raison pour laquelle je lance un appel à tous mes amis de la droite et du centre. Unissez-vous pour faire barrage à Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris. Mais qui est un candidat de gauche radical, selon vous? On a commencé cette discussion sur l'extrême gauche. Vous pensez qu'Emmanuel Grégoire est un candidat de la gauche radicale? Il est soutenu par Yann Brossard, représentant des communistes. Il est soutenu par les écologistes qui, je crois, font preuve matin, midi et soir à l'Assemblée nationale d'une forme de radicalité. Donc Emmanuel Grégoire n'est peut-être pas lui-même radical, mais il doit assumer les alliances politiques qu'il signe aujourd'hui. Et je crois qu'il les assume très clairement. Et donc, à charge de notre camp de s'unir pour le faire battre et pour gagner la mairie de Paris. Merci beaucoup Charles Rodwell, député Ensemble pour la République. Merci d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe 1.